Donc c'est ceux qu'on a choisis ensemble. Le jingle, il t'attendait. Hein. Ouais, le jingle, il m'attendait. était sur les starting blocks. Mais je sais pas, on s'attendait mutuellement. Il y a eu appel contre appel. Alors d'abord, du coup, on regarde globalement les résultats de cette 17e journée de Ligue 1. Vraiment, on va prendre un petit peu de hauteur. Tu as dit sous-côté, toi, le Nice-Reims. Mais bon, il y a eu pas mal de buts, vraiment, sur toutes les pelouses, à part celle, évidemment, où j'étais au Serre-Lille, parce que j'ai décidé de me les cailler pour rien. Toi, tu as eu la seule purge de... Voilà, j'ai eu la seule purgeasse du week-end. Mais bon, j'avais quand même de la VAR et des pénaux à décrypter. C'était génial. Je vous propose qu'on aille d'abord sur celui Rennes-Marseille. On va du coup d'abord en Bretagne. Donc c'était... non, Rennes face à... Ouais, c'est ça. Ouais, Rennes face à Marseille. Et un certain Brice Samba qu'on a sorti d'abord. Quant au Brice Samba, la semaine dernière, protagoniste malgré lui, parce qu'il regardait Kofi au Stade Bollaert, il voyait la boulette de Samba. Cette fois, c'est lui qui a pu enfin s'illustrer, même si son équipe, elle perd. Ouais, comme quoi dans le foot, tout va très vite. Hein. On avait eu une intervention musclée de Dre aussi pour nous dire que non, finalement, ça n'allait pas se faire. Et 2 jours après, c'était fait. Donc ça confirme un peu cette intervention étrange. Mais non, Samba fait un bon match. Il fait de belles parades. On voit que dans la succession de Steve Mandanda, ça fait beaucoup de bien à cette équipe rennaise. Après, il faut faire attention quand même au niveau des automatismes. On l'a vu à un moment faire une relance jeu au pied assez courte sur Christopher Roux, si je ne dis pas de bêtises, où il n'a pas eu de solution. Il s'est plaint de ne pas avoir de solution. Donc lui a ses automatismes avec Medina, avec Danso, avec Grady. Maintenant, la défense rennaise, elle ne réagit pas pareil. Ils n'ont pas la même maîtrise ballon au pied. Bah, t'inquiète, à ce rythme-là, il y a tout le RC Lens qui va débarquer à Rennes, donc il va vite retrouver ses automatismes. Bon. Qui sera le prochain? Ouais, Arnaud Pouille appelle tout le monde. Là. Ouais, c'est clair. Peut-être Christophe, il va aller là-bas finalement. Ouais, peut-être. Bon, il y a Jorge Sampaoli qui a parlé de lui, en tout cas juste après. Il a dit un peu ce que tu dis, Kanto. Il faut lui laisser du temps, tranquille, mais il prend déjà ses matchs. Là, ouais, heureusement que... Bueno, pero tuvo pocos entrenamientos y con el tema de la relación de juego y de inicio le falta comprender lo que nosotros queremos, obviamente, por el poco tiempo que ya lleva. Y creo que va a ser un aporte seguramente de cara al futuro. Il va nous apporter beaucoup dans le futur. Je me tourne vers toi, Bafé, parce que tu l'as connu notamment à Marseille. D'ailleurs, ils se connaissent bien, Brice Samba et Steve Mandanda. Ils ont un bon historique du côté de Marseille. Et des fois, maintenant, c'est le contraire dans la hiérarchie. Quel regard tu portes, toi, sur cette concu? Bon, je pense qu'il n'y a pas de concurrence. Steve est en fin de carrière. Et puis, le Stade Rennais commence à préparer son futur. Et puis, Brice arrive. Je suis content qu'il y ait ce recrutement parce qu'au niveau, quand tu atteins cette équipe de France, tu as tendance à partir à l'étranger. Et je pense que Rennes a fait un recrutement intelligent. Et puis, Brice va sécuriser et rassurer cette défense. On va passer, si vous voulez bien, d'un homme qu'on n'a pas vu, à l'inverse de Brice Samba, mais on l'a quand même mis dans nos 5 protagonistes du week-end. Quand je dis on l'a pas vu, on l'a vu sur la pelouse, mais on l'a pas vu dans les stats. Jonathan David, Walid, un week-end de plus où il traîne un peu, je vais pas dire son spleen, mais je vais dire son manque de confiance. Bon voilà, symbolisé par ça, même si moi après j'ai interrogé le coach, il dit que non, il doute pas, mais bon quand même quand tu rates un péno alors que t'es un boss dans l'exercice, ça dit pas mal d'un joueur comme ça. Pour un spécialiste, c'est vrai que c'est assez étonnant, surtout que Lille fait une contre-performance et sort 30 minutes derrière très très décevante. On en parlera peut-être après, un peu plus tard. Mais c'est vrai que Jonathan David, voilà, meilleur buteur du championnat. Première vue, les statistiques sont là, mais moi j'ai toujours un peu de mal avec Jonathan. Les stats de but, mais les stats tout court, c'est, regarde, je vois derrière toi, 3 tirs cadrés en 3 matchs de Ligue 1. Mais sur les 3 derniers matchs... T'as déjà connu ça, oui, parce que j'ai été 2 fois dans sa situation, c'est-à-dire en fin de contrat. Et je peux vous dire que quand tu es en fin de contrat, pendant les mercatos, ça cogite, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne pense pas que, contrairement à Barcola, je ne pense pas que ça soit une crise de confiance. C'est plutôt que tu ne sais pas, du jour au lendemain, tu peux te retrouver en Arabie Saoudite, à Manchester, et puis avec les rumeurs à la presse. Tout ce qui se passe en coulisses, on n'est pas forcément au courant et c'est ce que traverse aujourd'hui Jonathan David. Et toi, Bafé, justement, tu as été un numéro 9, tu connais bien le championnat, tu as connu des transferts, tu as connu ce genre de moments. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête pour être un joueur transformé, un joueur qui était clinique? Tu attends le 31 janvier pour savoir où tu vas jouer. Et c'est à partir de là qu'on reverra le Jonathan David qu'on a toujours vu. C'est pour ça que Bruno Genesio veut parler à son président et tirer la sonnette d'alarme. Mais Bayo, il joue peu, Zegrova, il est blessé. Lille est hyper dépendant de lui. C'est intéressant ce que dit Bafé, parce que moi, la situation de David, pour l'instant, elle n'a pas impacté Lille sur la première partie de saison, mais là, il reste sur 3 matchs. Contre Marseille, moi, je trouve qu'il est
il est très emprunté sur pas mal de situations en première mi-temps alors que Lille doit mener au score. Contre Nantes, il est fantomatique. Et là, contre Auxerre, dans l'attitude... Même pas un tir contre Nantes. Non, mais on le voit très très peu. C'est jamais évident, vraiment, sincèrement. Pour avoir été dans sa situation, c'est jamais évident. Je pense qu'il faut qu'il y ait une belle discussion entre ses représentants, le président et le coach, et qu'ils prennent une décision. Parce que comme il arrive en fin de contrat, c'est un coup pour le club qui vont s'asseoir sur... une forte indemnité et donc ça crée des tensions. Moi je suis d'accord avec toi, mais avec David, il a souvent des pics énormes en Ligue 1, il va mettre les 20 pions par saison, il les met, il n'y a aucun problème, mais souvent avec des grosses irrégularités dans la saison. Mais il est cyclique, on a l'habitude aussi. Mais l'année dernière, il ne faut pas oublier qu'il y avait Yazice qui était préféré à lui. Fonseca aimait bien le Turc sur la première partie de saison, et derrière en deuxième partie de saison, il avait été incroyable. Il a terminé fort du coup. Et moi j'aime beaucoup Jonathan David, et en Ligue 1 ça reste un très bon attaquant, mais des fois, on se pose la question pourquoi il ne va pas ailleurs dans un gros club. Moi, je trouve qu'il y a certains moments où soit c'est physique, soit c'est mental, soit il a besoin d'un deuxième attaquant à côté de lui. Et moi, je ne suis pas étonné de voir Jonathan David encore à Lille à 6 mois de la fin de son contrat par rapport à toutes ces choses-là. C'est passager ou pour toi, Walid, oui ou non juste? Non, mais il va continuer à mettre ses buts. Parce qu'en Ligue 1, c'est passager. Oui, mais moi, il y a pas mal de performances de Jonathan David qui me dérangent avec Lille, surtout qu'il a une énorme importance. Quand il n'est pas au rendez-vous, ça se ressent énormément pour Lille. En tout cas, il y en a un qui pense qu'il est au rendez-vous. En tout cas, pour l'instant, il ne tire pas encore la sonnette d'alarme. C'est son coach, Bruno Genesio. On l'écoute. Parce que Jonah, il a l'habitude de périodes où il marque moins ou pas. Et c'est pas quelqu'un qui doute. Qui cogite ? Non, pas du tout. Okay. Voilà, donc, mais à nous aussi de continuer à travailler offensivement. Walid pensait que c'est passager, c'est le cas de la fanzone également. 79% des avis de la fanzone pensent que Jonathan David, c'est juste une baisse de forme passagère. Et ce n'est pas inquiétant, il va revenir au pic de sa forme. Voilà, 79%, ça fait en tout cas, comme je disais, c'est un joueur cyclique. Jusque-là, il nous a montré qu'il arrivait à pas commencer forcément bien, à finir bien. Peut-être qu'il aimerait bien finir l'aventure, peut-être aussi du côté de Lille. Je sais pas. En fait, le plus important, c'est on voit que la confiance de son entraîneur. Et je pense que pour un attaquant, c'est ce qui est primordial. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il le travaille beaucoup à l'entraînement. Il fait des spécifiques. On verra si très vite ça va porter ses fruits. Tu connais ça mieux que nous. Si vous voulez bien, on va s'éloigner d'Auxerre, mais pas tant, parce qu'on va parler d'un joueur qui est né. Mais c'était pas sous le maillot d'Auxerre, c'est sous le maillot du SCO qu'il a giflé Montpellier ce week-end. On l'avait déjà vu le week-end dernier, évidemment. Je parle d'un certain Le Paul Canto. Ouais, Esteban Le Paul, joueur très important, ou qui va devenir très important pour cette équipe angevine. Pourquoi ? Parce que Angers joue le maintien cette année, et quand on joue le maintien, il faut avoir des joueurs capables de tirer l'équipe ou le collectif vers le haut, mais également des buteurs capables de marquer des buts. À l'heure actuelle, le titulaire depuis le début de saison, c'était plutôt Nian, mais Nian, c'est un joueur qui finalement a beaucoup de déchets. On a vu la semaine dernière, il arrive à marquer contre Brest sur une passe dans un but vide où il rate son contrôle et c'est ce qui fait qu'il marque. Là, à la 95e, il a une passe de Zinou Ferrat, si je ne dis pas de bêtises, qui lui met un ballon et il rate presque le ballon. Et moi, quand à côté de ça, je vois Esteban Le Paul qui arrive à marquer les buts la semaine dernière, qui marque un doublé cette semaine, je me dis qu'une équipe qui veut jouer le maintien comme Angers, avoir un garçon qui est capable de les mettre au fond des filets plutôt que d'en rater 4 ou 5, ça peut être un joueur clinique. Il y a un autre joueur qu'on a sorti dans notre reçu 5 sur 5 parce que, mine de rien, ils font leur trou Nice. Ils sont 4e. Ils ont doublé Lyon et Lille ce week-end, tranquillou. On les a pas vus. Et ils sont portés notamment Walid par un homme, Gaëtan Laborde, lui aussi buteur le week-end dernier. Là, cette fois, c'est un doublé face à Reims. Il est dans une forme incroyable. Le retour de Laborde qui aide un Guessant qui prend une dimension folle dans cette équipe, avec des joueurs autour aussi. On va le voir avec la passe de Sofiane Diop, mais Sofiane Diop est en train de revenir à son meilleur niveau. Donc, ça fait du bien pour Nice, même si Nice a fait pour moi son meilleur match de la saison avec Saint-Etienne, là, le match très très bizarre, le 8-0. Mais j'attends un peu quand même avec Nice, parce que là, ils ont 2 gros matchs contre Lille et contre Marseille. Et après ces 2 matchs, on va véritablement voir ce qu'ils ont dans le ventre. On n'en parle pas beaucoup, cette belle synchronisation entre Sofiane Diop et Gaëtan Laborde. L'appel et la passe donnée dans le bon moment avec un attaquant en pleine confiance. La semaine dernière, on l'a vu avec Guessant aussi. C'était merveilleux, c'était lumineux. C'est une valeur sûre de notre Ligue 1. C'est toute l'interrogation de cette équipe niçoise, parce qu'on se rappelle, début de saison, cette victoire face à l'AS Saint-Etienne sur un score fleuve. Et puis derrière, il y avait eu une période
de plusieurs semaines sans victoire. Je crois que c'était 6 ou 7 mais matchs sans arriver à gagner. Dans le contenu, c'était pas si mauvais. Mais c'est ça. Mais pour autant, tu avais Franquès qui, de temps en temps, en conférence, en interview, venait un petit peu tirer cette sonnette d'alarme pour dire voilà, il faut faire un petit peu mieux du côté de l'OGC Nice. Et là, de nouveau, on voit cette équipe niçoise avec un beau visage. Donc la réalité, c'est que quand tu as des joueurs comme Laborde, comme Guessant qui arrivent à surperformer ou qui sont en tout cas à leur niveau, cette équipe niçoise ne peut être qu'une merveilleuse équipe. En Europa League surtout. Hein, où, où c'était calamiteux. En Ligue 1, ils ont un peu tiré le canon quand même, du côté de l'Alliance Riviera. Alors, tu parlais de Franck Hez, c'est un autre coach dont on a choisi de parler. Pour le coup, c'est pas trop pour ses performances. On est désolé, coach. Mais en effet, on va parler de Pierre Sage parce qu'une semaine après le braquage, je vais pas voler les termes, je pense, face à Montpellier qui avait quand même bien joué. L'OL, cette fois, ils sont tombés face à Brest. Là, on peut plus se cacher. Walid, il cale Lyon, mais les individualités aussi calent. Défensivement, c'est quoi ces trous d'air, quoi? Non, c'est vrai qu'on a encore un Noël à réaction. On pensait que la fin 2024, l'Olympique Lyonnais avait trouvé son rythme, avait trouvé un vrai collectif à l'initiative de Pierre Sage, qu'on aime beaucoup, que j'aime beaucoup, que je trouve qu'il fait un boulot pas simple dans un club qui est pas évident à gérer en ce moment. Mais c'est vrai que pour moi, sur le match, ça a été très compliqué pour Pierre Sage, que ce soit sur sa compo de départ où j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire avec Tessman dans une fausse défense à 3, même si Matic n'était pas là, et c'est vrai qu'ils ont souffert de cette absence-là. Verretou qui a fait une première mi-temps assez compliquée, et puis sa gestion pendant le match avec Mikotadze qui rentre à la 76e minute, et un joueur qui était vraiment sur une très bonne dynamique fin 2024. Il marque au Parc des Princes, il fait un très gros match contre Karabag. Derrière, il met un très beau but contre Angers. Et là, quand tu es mené 2-1, attendre Mikotadze jusqu'à la 76e minute, alors je dis pas forcément de remplacer Lacazette, mais peut-être même de les associer. Non, mais justement, Walid. Mais moi, j'ai trouvé ces changements très tardifs, notamment sur un joueur qui peut amener cette qualité dans la surface de réparation. Et là, je vais demander à Bafé, mais moi, je trouve que sur le papier, nous, on est des rigolos quand même à dire ça, mais c'est chaud quand même parce que c'est pas un avant-centre en échec comme les autres. On parle d'Alexandre Lacazette, déjà un gars qui t'a porté, mais comme un ouf sur la deuxième partie de saison dernière. Mais si t'as pas envie de le sortir, tu le laisses sur le terrain et tu mets Mikotadze à côté. Alors ça, après, l'association, c'est une autre question. Mais Mikotadze, il a mis 7 buts en étant numéro 2. Tu as cité quelques-uns des matchs dans lesquels il a brillé, mais on voit qu'il a la fraîcheur, on voit qu'il a la dynamique, il est en confiance. À chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il régale avec Cherki. Non mais Walid, non, je pense il est plus en forme, il a tout. Mais Mikotadze mérite de jouer, mais après, Lacazette mérite son statut. Et je pense essayer de changer l'animation, surtout quand on est mené. Mais Lyon est coutumé défier. Ils ont souvent tendance à mal débuter les saisons ou quand il y a cette trêve-là, et puis réagir. Et c'est ça qu'on ne peut pas reprocher à Pierre Sage, parce que ça fait maintenant pas mal de temps que Lyon a du mal à débuter. Mais comment on gère Lacazette alors, Bafé, parce qu'à un moment donné, Lacazette, immense respect, légende de Ligue 1, légende de l'Olympique Lyonnais. Il peut allumer la lumière aussi. Non, mais aucun problème. Mais la lumière, elle est éteinte pendant 80 minutes aussi. C'est-à-dire que la lumière, à un moment donné, il y a 2 énormes occasions contre Brest. La passe de Cherki à 2-0, il doit réduire le score. Et derrière, à 2-1, la tête, elle est pour un joueur du standing de Lacazette, elle est pas si difficile que ça. Donc moi, je l'avais dit en plus. Il a manqué d'inspiration. Je pense que s'il fait une tête piquée, on a tendance à viser les jambes du gardien quand on fait une tête, surtout à bout portant. Mais Lacazette, je sais qu'il va aussi, c'est un peu comme David, il va retrouver ses jambes et il va marquer des buts dans un profil différent parce qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans, contrairement à David. Mais Mikotadze, je pense qu'il fait des belles choses et il mérite un peu plus de temps de jeu, ça c'est une certitude. Peut-être pas démarrer, mais rentrer plus tôt. Tiens, on parlait de David, il y en a un autre de David qui nous dit que c'est un échec pour Sage si en dessous de la 5e place pour l'Olympique Lyonnais. Ah bah oui. L'objectif de Lyon, c'est de retrouver la Ligue des Champions, soit directement, soit par le barrage, donc soit les 3 premiers, soit la 4e place. On n'oublie pas la situation comptable et financière de l'Olympique Lyonnais, ça va compter. Et tout à l'heure, vous parlez beaucoup de la situation offensive, mais si on parle un petit peu de la gestion défensive, avec notamment le cas de Douillet et Tcheletatsar, qui est fautif notamment sur les 2 buts, qui sur un but vient à glisser, sur l'autre il sort pour défendre à 35 mètres alors qu'il voit qu'il va avoir 1,50 m de retard sur l'intervention de l'attaquant, ce qui fait que derrière il y a un trou. Mais si tu n'es pas capable de jouer la profondeur, quand tu es comme Tcheletatsar et que dans ton dos, comment tu peux être titularisé si physiquement tu n'es pas capable de colmater tes erreurs, si dans le positionnement tu n'es pas bien, si dans ta défense ou dans laquelle tu es aligné, tu ne te sens pas en forme. Avec la communication, essayer d'anticiper
quand le porteur de balle n'est pas cadré, essayer de prendre ses mètres d'avance et orienter ses épaules, surtout en Ligue 1 avec des profils d'attaquants qui vont très vite. Est-ce que c'est pas le moment de faire des tests avec la Coupe de France, Walid? Oui, il y a la Coupe de France, mais après, il y a surtout un match contre Toulouse à la maison qui va être très, très important. Et moi, c'est vrai que je suis d'accord avec Kanto. Athlétiquement, je trouve que la défense centrale de Lyon, elle est assez pâteau, quoi. Elle est lourde. Elle est assez lente. Et même sur la capacité à relancer quand Matic n'est pas là. Il y a un Omari là, qui est arrivé de Rennes, qui faisait plutôt des bons matchs fin 2024, qui n'est pas du tout utilisé, et que ce soit Niakhaté ou... Après, c'est le système de Sage qui fait que la charnière, elle est explosée. Oui, mais si tu n'arrives pas à relancer, si tu n'arrives pas à défendre, à un moment donné, ça peut devenir compliqué. On parle beaucoup des autres défenses de Ligue 1. À Lyon, depuis le début de saison, moi, je ne suis pas rassuré du tout. Hein. Bon, on verra. En tout cas, on a compris, il faut faire mieux que le top 5, les gars. Bon, il y en a un qui nous régale tous les week-ends avec ses gestes techniques. C'est un certain Ryan Cherki, même si en ce moment il passe un petit peu sous les radars. C'était l'un des moins mauvais. Hein. Voilà. À l'image de l'équipe, du mal à débuter, mais Lyon a toujours fini fort ces saisons. On verra, espérons qu'ils n'auront pas trop de points de retard. Ne coupez pas sur le pied là. Ah, c'était un lancement? Ouais, c'était un lancement. Ah, d'accord, ok. Je suis en train de vous parler d'étincelles de lumière de Ryan Cherki. Tu nous lances sur Cherki, on y va. Bon, on va faire une régalade geste technique. Allez, c'est parti.